moi, je suis Emmanuel Canet, je travaille à Nantes en MIR et donc ce soir, on va parler d'orientation diagnostique devant une insuffisance rénale aiguë en réanimation. Donc voilà, c'est un cours assez, on va dire, retour aux bases, mais ça fait toujours du bien d'en reparler. Alors juste que je vais arriver. Pourquoi mes diapos? Voilà. Donc voilà pour mes liens d'intérêt. Et voilà, vous allez pouvoir vous connecter parce que j'ai inséré des questions, dont la première, j'espère que vous voyez les codes de connexion normalement tout en haut. Pardon, c'est sur WooClap. Pourquoi? Voilà. Donc vous pouvez vous connecter avec le code suivant et comme ça, vous allez pouvoir voter au fur et à mesure de la présentation. Le code, il va réapparaître en haut de chaque question de toute façon, mais normalement, une fois que vous l'avez rentré, une fois, c'est bon. Donc, je vous laisse une petite minute pour le taper. www.wooclap.com/merxtq en majuscule. Alors, pardon. Donc c'est parti pour la première question, mais pourquoi je ne peux pas vous la lancer? Je suis désolé, j'ai un petit... Bon, c'est assez agaçant, mais j'arrive pas à vous lancer la... Pourquoi ça veut pas? Bon, ça a l'air de mieux marcher quand je fais comme ça. Je remettrai en diaporama après. Donc, quel est le pourcentage de patients hospitalisés en réanimation qui présentent une insuffisance rénale aiguë à votre avis? Je vous propose différentes réponses. 20 à 30% des malades, 30 à 40%, 40 à 50%, 50 à 60 ou 60 à 70. C'est à vous. 25 sur 26. OK, bon, vous avez tous voté et donc vous êtes une majorité à penser que c'est 30 à 40% des malades qui présentent une insuffisance rénale aiguë en réa. Alors, la bonne réponse ne se situait pas sur cette diapo-là parce que cette diapo, ça c'est une revue générale qui a été faite sur l'insuffisance rénale aiguë et c'est une estimation de l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë chez les patients hospitalisés au sens large dans différents, on va dire, groupes de pays. Donc, vous voyez, d'abord, le premier message, c'est que c'est une défaillance d'organes chez les patients hospitalisés qui est très fréquente, puisque au minimum, c'est 8% des patients hospitalisés, et puis c'est jusqu'à environ un tiers d'entre eux. Eh bien, globalement, quand vous êtes en réanimation, vous pouvez doubler ce chiffre. Ça, c'est l'étude épidémiologique qui reste, on va dire, la plus récente et la plus exhaustive sur le sujet, l'étude internationale AKI-EPI, et vous voyez que la bonne réponse, c'était entre 50 et 60% lorsque vous prenez des malades de réanimation non sélectionnés qui, en prenant les critères CADIGO, vont avoir une insuffisance rénale aiguë au cours de leur séjour. Donc, un, c'est très fréquent, et deux, c'est associé à une mortalité élevée, puisque vous voyez que la mortalité des patients développant une insuffisance rénale aiguë est de 26%, et lorsqu'on s'intéresse au sous-groupe des patients ayant une AKI de stade 3 et qui sont dialysés,
Là, on est à environ 40% de mortalité. Et ça, ce sont des chiffres que vous pouvez retenir et qui n'ont pas beaucoup évolué en fait au cours des 10-20 dernières années. Et malgré beaucoup de recherches sur le sujet, la mortalité reste toujours élevée et particulièrement chez les patients épurés. Donc avant de parler d'un sujet, c'est toujours bien d'en rappeler les définitions. Donc ça, vous le savez, je pense, la classification CADIGO, c'est celle qu'on utilise depuis 10 ans maintenant pour parler d'insuffisance rénale aiguë, de façon un peu curieuse. Hein, c'est pour avoir une première définition consensuelle de l'insuffisance rénale aiguë, il a fallu attendre 2004, c'était la classification RIFLE. Avant ça, il y avait une définition par auteur, mais il y avait aucune homogénéité dans la littérature, ce qui la rendait très compliquée à analyser. Elle a été modifiée une fois en 2007, c'est appelé la classification Akin, puis à nouveau en 2012. Et là, ça fait 10 ans qu'on a donc cette classification qui, je vous le rappelle, a deux critères d'entrée, soit des variations de créatinine, qui par définition doivent survenir sur une période de 7 jours pour parler d'insuffisance rénale aiguë, enfin 7 jours ou moins, ou des variations de diurèse sur des périodes horaires, enfin on va dire des oliguries d'au minimum 6 heures jusqu'à plus de 24 heures. Et donc en fonction de l'élévation de la créatinine ou de la profondeur et de la durée de l'oligurie, on est classé en stade 1, 2 ou 3 avec l'un ou l'autre des critères. Quand on a les deux critères, c'est celui qui a le grade le plus élevé qui va classer le malade. Et en fait, les deux critères sont assez importants en termes, pas seulement en termes de diagnostic, mais en fait en termes d'importance pronostique. Pour l'illustrer, ça c'est une étude nord-américaine qui est observationnelle, mais qui avait colligé les données d'une grande base de données avec 32 000 malades de réanimation analysés sur le critère de diurèse et sur le critère de créate. Et là, vous voyez qu'en fonction du classement des malades, selon l'un ou l'autre ou les deux critères, ils avaient regardé l'incidence du recours à l'épuration rénale et la mortalité hospitalière. Et vous voyez que c'est les malades très clairement qui vont être classés sur les deux critères, c'est-à-dire qui ont des insuffisances rénales sévères sur le critère de la créate et qui sont en plus anuriques. C'est là qu'il y aura le pronostic le plus fort et le plus fort recours à la dialyse et la mortalité la plus élevée. Et que par exemple, si vous avez une créatinine qui a triplé, c'est pas du tout le même poids pronostic si c'est chez un patient anurique ou si c'est un patient qui a encore une durée conservée, où sa mortalité sera certes est plus élevée qu'un malade qui n'a pas le critère créate, mais bien moindre qu'un malade anurique. Deuxième petite remarque, même si ce n'est pas le sujet tout à fait du jour, mais vous voyez que les patients, et c'est une circonstance assez fréquente, qui ont des épisodes d'oligurie transitoire et qui vont être classés uniquement sur le critère diurèse pour l'insuffisance rénale aiguë, mais pas sur le critère créate, c'est-à-dire qui gardent une créate basse, eh bien, vous voyez que le poids pronostique c'est très peu sensible et très peu spécifique pour prédire le recours à l'épuration extra-rénale. Et pour la mortalité, il y a qu'à partir du moment où l'oligurie s'installe sur des périodes vraiment très prolongées que ça devient significatif. Autrement dit, ce sont des résultats qui suggèrent qu'il faut réfléchir à deux fois avant de d'initier des tas d'interventions thérapeutiques sur un épisode d'oligurie transitoire en réanimation, puisque finalement, son poids pronostique, enfin ce que vous espérez corriger en relançant, entre guillemets, la diurèse que vous choisissiez de remplir, de faire des diurétiques ou quoi que ce soit, finalement n'aura que très peu d'impact sur des outcomes plus importants pour le patient. Alors, je vais me remettre comme ça pour pouvoir vous poser la deuxième question. Quelles sont, à votre avis, les deux étiologies d'insuffisance rénale aiguë les plus fréquentes en réanimation parmi les suivantes? Je vous propose l'hypovolémie, l'insuffisance cardiaque aiguë, l'insuffisance rénale obstructive, le sepsis et la néphrotoxicité médicamenteuse.
OK, on est à peu près à la moitié de votants. « 25, il en reste encore 2. C'est le moment d'exprimer tous les suffrages. OK. OK, vous avez tous voté, quasi, et vous me répondez l'hypovolémie et le sepsis, et puis un tiers mettre la néphrotoxicité médicamenteuse. Alors, si on reprend la grosse étude épidémiologique dont je vous ai parlé au début pour l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë, quand on va regarder les étiologies, vous voyez qu'en tout cas, vous avez globalement, vous avez tout à fait raison. C'est le sepsis qui vient en 1 et de très loin devant l'hypovolémie et puis la néphrotoxicité médicamenteuse. En tout cas, il est plus juste de dire que ce sont des conditions associées à la survenue d'une insuffisance rénale aiguë plus que des étiologies, parce que c'est toujours, on va dire, le classement des causes d'insuffisance rénale aiguë peut toujours être un peu discuté. En général, en réanimation, c'est compliqué parce qu'on a et fréquemment des patients qui ont de multiples facteurs de risque d'insuffisance rénale aiguë et qui ont différents et très souvent de multiples facteurs d'agression rénale. C'est rare qu'il y en ait un seul qui soit isolé. Et puis, c'est souvent des étiologies déterminées par le clinicien, en sachant qu'on ne va qu'exceptionnellement biopsier les reins des malades de réanimation. J'en reparlerai un petit peu plus loin des indications de biopsie. Mais en tout cas, le sepsis et l'hypovolémie sont très fréquents. Effectivement, l'obstruction, vous voyez, c'est moins de 2% des malades. Alors, basé sur ce constat, il y a des recommandations qui avaient été faites par les experts de la classification CADIGO sur les explorations minimales recommandées devant une insuffisance rénale aiguë. Et effectivement, on retrouve des choses que vous connaissez. D'abord, rechercher des éléments en faveur d'une hypovolémie et d'une baisse de la perfusion rénale. Éliminer un obstacle sur les causes obstructives qui, même si elles ne sont pas les plus fréquentes, comme ça a un impact thérapeutique important, et bien c'est toujours important d'aller les rechercher. Et puis un minimum d'examens, notamment du sédiment urinaire et de tests hématologiques pour éliminer des causes un peu plus spécifiques. Donc évidemment, les causes d'insuffisance rénale aiguë, elles sont très très nombreuses et je dirais qu'en réanimation, il faut avoir une approche assez systématique et assez raisonnée et pas forcément tout rechercher tout le temps, sinon vous allez y perdre beaucoup de temps et faire dépenser beaucoup d'argent à votre hôpital. Et en général, voilà, ce que je vous proposerais, c'est d'avoir une approche assez pragmatique qui est d'abord de savoir reconnaître et éliminer une urgence. On va aller assez vite là-dessus. Comment raisonner pour rechercher la cause, savoir quand débuter une épuration et puis éventuellement discuter les situations qui relèveraient de la réalisation d'une biopsie rénale. Alors, savoir reconnaître rapidement une urgence qui va être le trigger de l'instauration d'une épuration extrarénale sans délai, eh bien ça, vous avez des recommandations, les CADIGO, des recommandations de la société de la SRLF, les dernières RFE datent de 2014, et tout le monde s'accorde, en tout cas les experts s'accordaient à dire qu'il faut savoir initier sans délai une épuration dans les situations qui mettent en jeu le pronostic vital, ces situations étant l'hyperkaliémie, l'acidose métabolique profonde, l'œdème pulmonaire réfractaire au traitement médical, et puis le syndrome de Lise. Si le syndrome de Lise tumorale, c'est finalement assez fréquemment à travers ces complications métaboliques, et notamment l'hyperkaliémie ou l'acidose profonde, qu'on retrouve l'indication d'épuration extrarénale. Alors, finalement, il faut savoir que ces critères d'urgence, ils ont été définis essentiellement basés sur l'expérience des cliniciens, mais que finalement, on a assez peu de données très, très robustes, en fait, pour définir avec précision ce que sont les critères d'urgence. Par exemple, l'hyperkaliémie, voilà, on pourrait discuter
quel est le cutoff d'hyperkaliémie? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 6,5? Est-ce que c'est avec des signes électriques? Est-ce que c'est persistant après une première ligne de traitement médical, etc. Mais enfin, néanmoins, c'est vrai que ça reste on va dire, des éléments qui ne sont pas à négliger. Et ça, c'est une étude pour vous l'illustrer, qui a essayé de démontrer ça, c'est-à-dire l'impact pronostic de certaines complications associées à l'insuffisance rénale aiguë sur la mortalité des malades en réanimation et l'impact que peut avoir l'épuration extrarénale là-dessus. Donc, le papier est assez compliqué sur le plan statistique à lire et l'objet n'est pas de tout détailler, mais de vous en sortir les principaux messages. Si vous regardez les histogrammes ici, l'histogramme notamment les plus à gauche, et ici vous avez les odds ratios de mortalité pour les différents stades de l'insuffisance rénale aiguë, d'accord, ajustés à des facteurs classiques associés à la mortalité en réanimation. Et qui montre ce que ça, des kilomètres de littérature montre, que quand vous avez une insuffisance rénale aiguë en réa, c'est un facteur indépendant de mortalité, et plus elle est sévère, et plus c'est associé à une mortalité élevée. Ici, vous avez sur l'histogramme le plus clair, l'odds ratio pour les insuffisances rénales aiguës de stade 1, puis de stade 2, puis de stade 3. Ensuite, les auteurs ont fait différents modèles où ils sont partis de celui-là, et puis ils ont intégré dans leur modèle des complications habituelles associées à l'insuffisance rénale aiguë, comme par exemple ici l'hyperkaliémie. Et vous voyez qu'à partir du modèle 1, quand on y inclut l'hyperkaliémie, les odds ratios de mortalité diminuent un peu. Et c'est la même chose lorsqu'on y inclut ici l'hyperkaliémie plus l'acidose métabolique, et ici la même chose plus de la surcharge hydrosodée qui était mesurée par un delta de Poise, qui serait un espèce de marqueur surrogé de l'œdème pulmonaire résistant au traitement médical, on va dire. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on inclut ces complications-là, les odds ratios diminuent un peu, ce qui suggère qu'une part de cette surmortalité associée à l'insuffisance rénale aiguë existe à travers ces complications spécifiques. C'est ce que montrent en fait ces histogrammes-là. Et que dans ces sous-groupes de malades, c'est une grosse base de données, dans 18 000 patients, il y avait des patients qui avaient été épurés, il y avait des patients qui n'avaient pas été épurés. Et qu'en fait, on s'aperçoit que les patients épurés, lorsque ces complications étaient présentes, à ce moment-là, le recours à l'épuration extra-rénale améliorait également, enfin diminuait la mortalité hospitalière ou améliorait la survie. Donc voilà, c'est un papier et je vous le montre parce qu'il y en a, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et à ma connaissance, depuis 2015, j'ai pas retrouvé le même sur le même sujet, qui montre que voilà, quand l'épuration extra-rénale apporte un bénéfice en termes de survie lorsque ces complications vitales sont présentes. Alors, une fois qu'on a éliminé ces complications métaboliques graves, vous savez, en général, et ben, voilà, on apprend que l'étape d'après, c'est d'éliminer la cause obstructive. Alors, ça reste valable en réanimation. En général, quand même, sur les causes obstructives, vous avez un contexte qui est assez évident. Donc, ça sera plus fréquent chez des malades que vous recevrez en post-opératoire, notamment en post-opératoire de chirurgie abdominale, urologique ou de chirurgie pelvienne, des patients qui ont des tumeurs intra-abdominales ou des patients connus pour avoir des lithiases. Une des caractéristiques, c'est qu'en général, cette insuffisance rénale aiguë, encore plus que les autres, elle est très peu symptomatique. Les patients ne sont pas toujours anuriques puisque sur des obstacles incomplets, vous pouvez avoir des atteintes obstructives avec des durées partiellement conservées, que l'hyperkaliémie est relativement fréquente. Donc, c'est l'échographie qui reste l'examen clé pour ce diagnostic-là, en allant chercher une dilatation des cavités piélo-calicielles, qui peut être quand même manquante, soit parce que le malade a un authentique obstacle, mais il est déshydraté pour une autre raison, soit parce qu'il a une fibrose rétropéritonéale, c'est rare, mais ça peut exister, mais qui vont empêcher les voies excrétrices et les reins de se dilater. Et puis, à l'inverse, on peut être pris en défaut, notamment des images d'hypotonie des cavités piélo-calicielles ou des gros kystes parapiéliques qui peuvent donner la fausse impression que les cavités sont dilatées ou pas. Et dans un certain nombre de circonstances, finalement, quand on est très hésitant,
qu'il n'y a pas tous les critères, mais que le contexte est fortement évocateur, eh bien, il faudra savoir essayer de convaincre les urologues de dériver. Et parfois, seule la dérivation est finalement un test de confirmation un test thérapeutique d'abord et un test de confirmation rétrospective. Et ça, particulièrement, par exemple, dans des situations de patients qui ont des reins uniques où la fonction rénale est précieuse et ne tient plus que sur un seul rein, où il faudra savoir convaincre les urologues. Après, donc, il y a la recherche d'une systématique d'une hypovolémie. Donc, c'est une circonstance qui est très fréquente en réanimation, notamment en contexte septique. Finalement, quel que soit le mécanisme de cette hypovolémie, qu'elle soit par déshydratation extracellulaire ou que ce soit de l'hypoperfusion rénale, soit liée à une baisse du débit cardiaque ou encore plus fréquemment une baisse des résistances vasculaires. Au premier cas, vous retrouverez le sepsis, l'anaphylaxie ou encore, par exemple, les patients cirrhotiques. Et dans ces cas-là, lorsque vous avez des circonstances évocatrices, ce que vous pouvez aller rechercher lorsque, on va dire, l'anamnèse n'est pas absolument typique, mais que vous vous posez la question d'une hypovolémie, c'est qu'en tout cas, à la phase initiale, les indices urinaires et le ionogramme urinaire pourra vous aider. En général, le ionogramme urinaire, une fois que les patients, lorsque c'est des patients qui développent une insuffisance rénale aiguë en réanimation, il perd beaucoup de sa valeur parce qu'il y a plein de facteurs confondants, et il est très peu performant. Mais chez les malades que vous recevez, on va dire à J1, J2 de la réanimation, ils peuvent encore garder une certaine valeur. Et donc, normalement, quand vous avez une hypovolémie, ce que vous allez aller chercher dans les urines, c'est la réponse hormonale qui va être visible à cette hypovolémie. Et donc, vous avez deux systèmes hormonaux principalement qui se mettent en jeu, le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et donc, vous allez regarder des stigmates de réabsorption du sel, donc une natriurèse basse, un rapport Na sur K bas ou une fraction d'excrétion du sodium qui est inférieur à 1%. Et puis, le deuxième système hormonal, c'est la stimulation du relargage de l'hormone antidiurétique suite à la stimulation des osmorécepteurs et des barorécepteurs qui sont situés au niveau de l'hypophyse. Et donc là, vous allez regarder les conséquences de la stimulation du système arginine-vasopressine qui va aller vous réabsorber de l'eau et donc vous allez avoir des urines concentrées. Et les définitions d'urine concentrée, c'est le fait d'avoir un rapport urée sur concentration dans les urines sur concentration dans le plasma de l'urée ou de la créate supérieur à 10 ou supérieur à 30. Voilà. Alors néanmoins, il y a des tas de petits pièges. Chez tous les malades qui reçoivent des diurétiques, ce qui est une condition, c'est 10 à 15% des populations de non-réa non sélectionnées, évidemment, ça ne sera pas interprétable. Dans l'insuffisance surrénalienne aiguë, eh bien, oui, ça fait partie des cas où vous avez des hypovolémies majeures avec des natriurèses élevées. Les néphrites interstitielles aiguës, c'est une des étiologies classiques. Alors, que ce soit, en général, ce sont des causes médicamenteuses ou des causes infectieuses et plus rarement des infiltrations tumorales, notamment par des hémopathies lymphoïdes. En tout cas, les atteintes interstitielles du rein font partie des cas où vous avez des insuffisances rénales aiguës à diurèse conservée et donc avec une natriurèse conservée. Et puis les vomissements, ça typiquement c'est des circonstances que vous pouvez voir dans les populations alcooliques admises en réanimation ou anorexie mentale. Et là, ce qui se passe, c'est que quand vous vomissez de l'acide chlorhydrique essentiellement. Donc, les conséquences métaboliques des grands tableaux de vomissement, c'est d'avoir des alcaloses métaboliques qui sont parfois vraiment majeures. Et donc, que votre réponse rénale qui va essayer de s'adapter à cette alcalose métabolique, ça va être de pisser du bicarbonate. Et quand vous pissez du bicarbonate, eh bien, le cation qui va accompagner, c'est le sodium. Vous allez pisser du bicarbonate de sodium. Donc, chez des malades complètement déshydratés sur des vomissements, vous aurez une grande alcalose métabolique, une insuffisance rénale aiguë et une natriurèse qui ne sera pas basse.
Voilà, et puis il y a des petits pièges aussi sur des malades authentiquement hypovolémiques et qui ont des urines qui ne sont pas concentrées. Bon, c'est des situations, je ne m'étends pas dessus, mais plus rares de défaut de sécrétion de l'hormone antidiurétique ou plus fréquemment euh, de, euh, de défaut de réponse à l'hormone antidiurétique. Et notamment lorsque vous avez une atteinte tubulo-interstitielle, en général, vous n'avez pas une très bonne réponse à l'hormone antidiurétique. C'est ce qui explique le fait, entre autres, que chez vos patients qui ont des insuffisances rénales prolongées, étiquetées, nécrose tubulaire aiguë en réanimation, vous allez souvent constater que dans les phases de récupération rénale, où ils se remettent à pisser, ils ont souvent des phases initialement un peu de polyurie inadaptée avec des troubles métaboliques qui persistent, c'est-à-dire qu'ils pissent et puis ils deviennent hypernatrémiques assez fréquemment et notamment parce qu'ils récupèrent la fonction de filtration du rein avant de récupérer toutes les fonctions tubulaires du rein. Et puis vous avez les cas aussi de polyurie osmotique, donc ça le cas caricatural, c'est l'acidocétose diabétique en phase inaugurale où vous avez une grande hyperglycémie et donc une grande polyurie et avec l'impossibilité de concentrer les urines. Alors ça, c'est plus pour que vous le sachiez pour on va dire la culture générale ou clin d'œil, parce que c'est quand même pas la situation la plus fréquente en réanimation, mais sachez juste qu'à l'inverse, vous pouvez avoir des malades qui sont euvolémiques, qui ne sont pas déshydratés, puis qui ont des ionos urinaires qui ont tous les critères de malades déshydratés, avec des natriurèses qui sont complètement verrouillées. C'est les patients qui ont des syndromes glomérulaires aigus. Ça avait été bien montré, vous le voyez dans un vieux papier de 78. En fait, c'est expliqué en partie lorsque les malades, quand ils passent un certain stade de protéinurie dans les syndromes glomérulaires et de protéinurie importante, c'est lié à la chute de la pression oncotique et donc à la forte stimulation en réponse du système rénine-angiotensin-aldostérone et également, mais dans une moindre mesure, de l'arginine vasopressine. Enfin, néanmoins, en pratique, vous avez assez souvent un ionogramme urinaire qui aura un profil fonctionnel, un contexte qui sera évocateur, et donc vous aurez tendance à rattacher, et de façon assez logique, l'insuffisance rénale aiguë à une cause hypovolémique. Néanmoins, vous pourrez être certain de ce diagnostic que lorsque vous aurez une récupération complète de la fonction et ad integrum de la fonction rénale après réhydratation. En fait, c'est très souvent un diagnostic qu'on va faire de façon contextuelle, mais qu'on ne peut affirmer qu'avec l'évolution du malade. Alors, c'est à vous de jouer maintenant. Et on va passer à un autre domaine concernant l'insuffisance rénale aiguë qui est liée à l'insuffisance cardiaque aiguë. À votre avis, quelles sont les propositions exactes parmi les suivantes? Je vous propose que la durée de l'hypotension artérielle est corrélée au risque d'insuffisance rénale aiguë, que la baisse du débit sanguin rénal est proportionnelle. Je ne sais pas pourquoi mes diapos ne veulent pas. Je ne sais pas si vous pouvez lire en entier les diapos ou pas. Ah voilà. Que la baisse du débit sanguin rénal est proportionnelle à la baisse du débit de filtration glomérulaire, que la baisse du DFG. Ah, mais je ne comprends pas, c'est agaçant que j'ai pas mes. Attendez, je vais essayer quand même. Bon, c'est pas grave. Sinon, je vous le dis, j'arrive pas à faire réapparaître mes questions en entier. Décidément, ce soir, ça ne veut pas. Donc, la réponse 2, pardon, c'est la baisse du débit sanguin rénal est proportionnelle à la baisse de l'index cardiaque, à la baisse du débit cardiaque. La proposition 3, c'est la baisse du débit de filtration glomérulaire est corrélée de façon linéaire à la baisse de l'index cardiaque. Et la réponse 4, c'est la mesure de la pression veineuse centrale est informative sur le risque de dégradation rénale. Et la réponse 5, c'est il existe fréquemment une résistance aux diurétiques. Voilà. Donc, je vous les répète. La réponse concernant l'insuffisance rénale aiguë associée à l'insuffisance cardiaque aiguë, la réponse… Emmanuel, c'est Boris, je te coupe parce qu'on voit très bien toutes les questions, je pense. Et c'est ce qu'il dit dans le chat également. Donc, t'inquiète pas.
Excuse-moi, c'est parce que sur mon écran, ça n'apparaît pas. Donc, Non, non, tout va bien. parfait. Eh bien, allez-y, vous pouvez voter alors. OK, 24 sur 30. « 27, vous avez presque tous voté. OK. Alors, on va pouvoir continuer. 28, il n'y en a plus que 2. OK, donc vous êtes une très très grande majorité à me dire que la durée de l'hypotension artérielle est corrélée au risque d'insuffisance rénale aiguë. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes par contre qu'un quart à considérer que la baisse du débit sanguin rénal est proportionnelle à la baisse de l'index cardiaque. Et ça, c'est pourtant vrai. Je vais vous le montrer, que la baisse du débit de filtration glomérulaire est corrélée de façon linéaire à la baisse de l'index cardiaque. Ça, vous me dites non et vous avez raison. Vous êtes environ la moitié à penser que la PVC est informative sur le risque de dégradation rénale. Eh bien, si, c'est très informatif. Ça a beaucoup de défauts, la pression veineuse centrale, mais pour le coup, et dans cette situation-là, c'est assez informatif. Et il existe fréquemment une résistance aux diurétiques, oui, dans les syndromes cardio-rénaux de type 1, notamment fréquemment. Alors, on va surtout parler de la situation qu'on rencontre le plus souvent en réanimation, c'est-à-dire le syndrome cardio-rénal de type 1, c'est-à-dire des insuffisances rénales aiguës qui surviennent dans les suites d'une insuffisance cardiaque aiguë, quel que soit le mécanisme de cette insuffisance cardiaque aiguë, que ça soit un choc cardiogénique, que ça soit une tamponnade, que ça soit n'importe quelle autre cause de dysfonction systolique ou diastolique droite ou gauche. Ce qui est sûr, c'est que le risque d'insuffisance rénale aiguë, il est d'autant plus important que vous avez une altération systolique de la fonction ventriculaire gauche, mais vous pouvez tout à fait avoir des atteintes, des insuffisance rénale aiguë dans des insuffisance cardiaque droite isolée sans atteinte de la fonction gauche. C'est la règle quand vous avez un choc cardiogénique, vous aurez quasiment tout le temps une insuffisance rénale aiguë qui accompagne et c'est associé en elle-même, elle sera un facteur indépendant de surmortalité. Et très fréquemment, vous avez une résistance assez importante aux diurétiques dans ces circonstances-là, ce qui peut encourager à utiliser des doses, on va dire, plus élevées que d'habitude, et notamment quand vous avez des atteintes droites et de la congestion veineuse. Alors, la physiopathologie, en fait, elle est assez complexe parce qu'elle mêle des éléments hémodynamiques dans lesquels il peut y avoir une baisse de l'index cardiaque, mais aussi des phénomènes congestifs qui peuvent être indirectement mesurés par la pression veineuse centrale. Et donc, vous avez une rupture d'équilibre au niveau de la macrocirculation, c'est-à-dire de l'artère rénale et de la veine rénale, mais aussi au niveau également intrarénal, de la microcirculation. Vous avez une rupture d'équilibre entre deux systèmes, des systèmes qui sont plutôt vasoconstricteurs, comme le système rénine-angiotensine, l'arginine-vasopressine, le système sympathique et l'endothéline, et des systèmes plutôt vasodilatateurs, comme le facteur atrial natriurétique, les prostaglandines, les bradykinines ou les synthèses endogènes de NO. Et en fait, vous avez un équilibre très fin en permanence entre ces deux systèmes pour permettre une perfusion correcte des reins, une bonne filtration et éviter la congestion. Et dans les syndromes cardio-rénaux de type 1, bah, vous avez le déséquilibre de l'un ou des deux systèmes qui, en fait, va assez fréquemment d'ailleurs entraîner des situations un peu mixtes où on a de l'hypovolémie, on va dire intravasculaire et de l'hypoperfusion rénale, alors qu'on a globalement une surcharge extravasculaire et de la congestion.
qui entraîne des situations qui sont un peu complexes à traiter sur le plan thérapeutique. Et puis, ça ne sont pas, évidemment, ça serait trop simple si c'était que des phénomènes purement hémodynamiques. En tout cas, ça serait plus facile à traiter peut-être, mais à ces phénomènes hémodynamiques s'associent des éléments inflammatoires, d'ischémie-reperfusion, une production de radicaux libres et puis des phénomènes éventuellement d'hémolyse qui vont compliquer tout ça. Alors ça, c'est une étude assez ancienne, mais que j'aime bien vous montrer pour on va dire la composante en tout cas hémodynamique. Ce sont des patients qui sont en fait en insuffisance cardiaque avec différents degrés d'altération de leur index cardiaque. Si vous regardez le premier histogramme qui est en haut à gauche, vous avez des patients qui ont un index cardiaque qui est normal, puis ensuite dans les groupes A, B et C qui est de plus en plus altéré. Eh bien, lorsque vous regardez, voilà, j'enlève ça, vous voyez que d'abord, le premier message, c'est que le débit sanguin rénal, d'accord, qui est mesuré ici, il était mesuré par des cathéters, en fait, eh bien, vous voyez qu'il est tout à fait corrélé à l'index cardiaque. Et que quand vous avez un index cardiaque qui baisse, eh bien, vous avez un débit sanguin rénal qui va diminuer. Par contre, la fonction du rein, et notamment le débit de filtration glomérulaire, qui était une des questions posées, effectivement, dans une certaine mesure, il va être capable de s'adapter à cette baisse de la perfusion rénale en augmentant la fraction de filtration. Vous voyez, entre là, en tout cas, ben, ça marche jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que dans les groupes qui ont une baisse, on va dire, légère ou modérée de l'index cardiaque, en augmentant la fraction de filtration, notamment du plasma qui va arriver au niveau du glomérule, on va arriver à maintenir dans une certaine mesure le débit de filtration glomérulaire. Et puis, comme tous les mécanismes adaptatifs, en général, ils disaient, bah, au-delà d'un certain point, bah, ça ne marche plus. Et quand vraiment l'index cardiaque est complètement effondré, vous avez beau augmenter votre fraction de filtration, eh bien, votre débit de filtration glomérulaire va finir également lui aussi par baisser quand vous êtes dans des tableaux de vraiment grand bas débit cardiaque. Mais en tout cas, le message à retenir, c'est que voilà, la perfusion rénale est très bien corrélée à l'index cardiaque. Et quand il baisse, la perfusion baisse. Mais par contre, votre fonction rénale, en tout cas votre débit de filtration glomérulaire, ne deviendra, enfin sa baisse, ne deviendra index cardiaque dépendante que pour les tableaux les plus sévères de baisse de l'index cardiaque. Et ça, c'est une autre étude qui a montré en fait à peu près, on va dire, la même chose, c'est-à-dire en s'intéressant à des patients qui étaient en décompensation cardiaque et en regardant l'évolution de leur fonction rénale, eh bien vous voyez que si vous choisissez la variable index cardiaque dans un modèle de prédiction pour essayer de voir si c'est assez performant pour détecter les malades qui vont dégrader leur fonction rénale, eh bien, vous voyez que l'air sous la courbe, elle est très mauvaise. C'est ni sensible ni spécifique. C'est quasiment du domaine de la pièce en l'air. À l'inverse, vous voyez que lorsqu'on va regarder la pression veineuse centrale, en fait, là, en tout cas, c'est beaucoup mieux corrélé à la probabilité de dégrader la fonction rénale. C'est exprimé autrement ici. Vous voyez, c'est le premier histogramme qui est en haut à gauche, où vous voyez des patients qui sont en décompensation cardiaque, mais avec des pressions veineuses centrales qui sont plutôt basses, inférieures à 8. Et puis, à chaque fois qu'on regarde quand c'est découpé en quartiles de PVC, eh bien, vous voyez que la probabilité de dégrader la fonction rénale, elle est tout à fait linéaire avec l'augmentation de la PVC, ce qui souligne vraiment le côté important des phénomènes congestifs et de surcharge et de leur impact négatif sur la fonction du rein. Ça a été montré dans cette étude comme dans d'autres, j'en ai pris une pour choisir, dans les tableaux d'insuffisance cardiaque aiguë, mais ça a été également montré dans d'autres, ça a été retrouvé dans d'autres étiologies, et par exemple dans l'insuffisance rénale aiguë d'origine septique et dans les chocs septiques,
il a été aussi montré chez des malades qui étaient monitorés par des Swan-Ganz que quand on regardait les paramètres de macrocirculation, la pression artérielle moyenne, la systolique, la diastolique, l'index cardiaque, la PVC, etc., finalement, ce qui était le plus prédictif de la dégradation de la fonction rénale, c'était la pression veineuse centrale. Donc, mais ce qui peut s'entendre, c'est un circuit fermé, un rein pour qu'il fonctionne bien, il a un circuit d'entrée qui est la PAM, il a un circuit de sortie qui est la veine rénale, et en fait, la pression de perfusion de rénale, c'est la PAM moins la PVC, et lorsque vous allez monter votre PVC, finalement, votre rein va faire de la congestion et les fonctions de filtration vont se dégrader. Alors, un petit mot sur le syndrome du compartiment abdominal, parce que c'est aussi une cause d'insuffisance rénale aiguë, on va dire, quelque part apparenté un peu à la congestion que vous pouvez rencontrer en réanimation. Donc, ça va se rencontrer dans des circonstances d'hyperpression abdominale, donc c'est-à-dire les cas, on va dire, un petit peu caricaturaux, ça va être les patients qui ont des pancréatites aiguës très graves et très multicompliquées, qui vont faire des séjours en réanimation ultra prolongés, qui vont avoir besoin d'être multi-opérés, etc., avec un œdème du mésentère énorme, des coulées de nécrose partout, un état inflammatoire très important. Donc voilà, ça peut se voir en post-laparotomie d'autres grandes chirurgies abdominales, dans des contextes parfois de greffe hépatique ou d'acide de très très grande abondance. Donc la pression abdominale, l'hyperpression abdominale qu'on va évaluer par la mesure de la pression intravésicale. Donc la normale, normalement vous avez moins de 12 mm de mercure de pression intra-abdominale. Et il ne se passe rien à ce moment-là. Et on va dire dans des modèles animaux expérimentaux, en fait, quand vous commencez à passer au-dessus de 20 mm de mercure, vous pouvez entraîner des épisodes d'oligurie. Et lorsque vous passez au-dessus de 30, pour que vous ayez à peu près des repères de chiffres, à ce moment-là, très fréquemment, ça va entraîner une anurie. Alors là, ce que je voudrais, et ça peut être dans ces cas-là un des éléments de discussion d'aller décomprimer un malade qui a un syndrome du compartiment abdominal avec une insuffisance rénale aiguë. Alors, un petit mot qui est mon avis sur la question, mais je ne crois pas qu'il faut faire attention avec cette entité diagnostique, un syndrome du compartiment abdominal qui est quand même pas si bien défini que ça. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, il y a des circonstances authentiques de malades que vous verrez et puis qui partent au bloc pour se faire décomprimer et qui reviennent et qui repissent et avec une fonction rénale qui se corrige. Donc c'est sûr que ça existe, mais ce que je veux dire, c'est que la mesure systématique de la pression intravésicale chez un malade de réa a probablement aucun intérêt. Et la recherche, même chez un malade, par exemple, qui a une pancréatite aiguë, la recherche à titre systématique, la mesure de la pression intra-abdominale, à mon sens, n'a pas non plus d'intérêt tant que cette hyperpression abdominale n'a pas fait parler cliniquement d'elle. C'est-à-dire qu'à mon sens, ça n'a d'intérêt d'aller la mesurer que si vous avez une pancréatite aiguë qui se complique d'une insuffisance rénale aiguë ou qui se complique d'une ischémie digestive, qui sont en gros on va dire les traductions cliniques de l'hyperpression problématique. Alors à ce moment-là, ça peut avoir un intérêt de dire si vous êtes dans cette circonstance-là, vous allez mesurer la pression intra-abdo. Si la pression intra-abdo est très élevée, alors ça peut être un argument de plus pour faire discuter une décompression. Mais sinon, la mesure systématique, tant que le rein ou le tube digestif ne parle pas, à mon sens, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bon, et puis après, en continuant à avancer, si vous avez éliminé l'obstacle, si vous n'avez pas de circonstances d'hypoperfusion évidente, si vous n'avez pas de dysfonction cardiaque, vous n'avez pas de contexte de syndrome du compartiment abdominal, alors il peut s'agir d'une IRA organique. Et vous savez que dans ces cas-là, c'est pareil, vous avez l'analyse du sédiment urinaire qui peut éventuellement vous orienter pour savoir quelles sont les zones du rein qui sont potentiellement les plus touchées. Donc, pour revoir rapidement, vous savez que les atteintes glomérulaires seront les atteintes qui seront les plus parlantes sur le sédiment urinaire, avec des protéinuries importantes et du sang dans les tableaux de glomérulonéphrites rapidement progressives.
que vous pouvez avoir des tableaux d'hypertension artérielle et des œdèmes et éventuellement un syndrome œdémateux important, une hypoalbuminémie. Dans les atteintes tubulaires, proprement tubulaires, en général, le sédiment urinaire est pauvre. Il peut y avoir une protéinurie, mais pas beaucoup. Il y a en général peu ou pas de sang et pas de leuco. Et puis, en tout cas en réanimation, souvent un contexte d'hypotension artérielle ou d'exposition à un toxique. Les atteintes interstitielles ont des protéinuries, mais qui sont en général modérées et qui contiennent moins de 50% d'albumine par rapport aux atteintes glomérulaires. Vous pouvez avoir de la leucocyturie aseptique. Je vous l'ai déjà dit, souvent la diurèse est conservée et vous pouvez avoir des signes extrarénaux, notamment lorsque sont dans des contextes immunoallergiques, des rages cutanées, des touches hépatiques, etc., ou de l'hyperéosinophilie. Et puis, vous avez les atteintes vasculaires. Et dans les atteintes vasculaires, vous pouvez avoir moins d'un gramme, souvent une protéinurie, mais qui est modérée. De façon quasi constante, l'hématurie. En général, quand il n'y a pas du tout d'hématurie, il n'y a pas d'atteinte vasculaire. Et là, sur le plan biologique, vous pouvez avoir des stigmates de MAT, donc la recherche de schizocytes, anémie hémolytique non immune, LDH élevé, bili élevé, aptoglobine effondrée. Et donc, voilà, c'est une autre façon de le représenter. Vous avez votre insuffisance rénale, vous avez fait le tri dans les causes habituelles. Eh bien, avec le CBU et la bandelette, finalement, vous êtes capable, en général, de classer les malades entre des sédiments urinaires peu parlants et contexte évocateur, ça va être en général des nécroses tubulaires. Si vous avez au contraire un sédiment urinaire très bruyant, ça sera plutôt des tableaux de GNRP. Si vous avez de la diurèse conservée, un contexte allergique ou infectieux, plutôt des atteintes interstitielles. Et puis, si c'est une hématurie prédominante et des signes biologiques, à ce moment-là, des atteintes vasculaires. Et la biopsie rénale, à mon avis, ne se discute en réanimation que lorsque vous suspectez une atteinte glomérulaire, interstitielle ou éventuellement vasculaire. Biopsier une atteinte tubulaire en réanimation n'a en général vraiment pas beaucoup d'intérêt puisque de toute façon, ça ne vous fera pas du tout modifier la thérapeutique et ça peut avoir un risque. Ça, c'est pour que vous ayez ça en tête. Ce sont les risques associés à la biopsie rénale. Lorsque vous allez biopsier un malade qui est hospitalisé en néphrologie, donc vous voyez que le risque d'hémorragie nécessitant transfusion, il est entre, ça dépend des séries, mais 0,3 à 6%, il est plutôt en général de 2-3%. Le risque d'avoir une hémorragie qui vous oblige à aller faire une procédure de radioembolisation, c'est 0,1-0,5% à peu près. D'hémorragie majeure, c'est à peu près le même risque, et de décès, c'est exceptionnel. Lorsque vous allez regarder des patients qui sont biopsiés en réanimation, il y a 3 séries qui ont été faites. Quand on collige, ça fait 213 malades au total. Et ben vous voyez que quand même, il faut savoir que à peu près, on sait qu'on a des malades qui sont plus fragiles, qui ont plus souvent des troubles de coagulation ou qui sont plus instables sur le plan hémodynamique et bref, qui vont être plus à risque de faire des complications. Et le risque d'hémorragie significative, il est d'environ 10%. De devoir partir sur un plateau d'embolisation, c'est 3%. Et dans ces 3 séries-là, vous voyez qu'il y a un malade qui est décédé directement d'une hémorragie qui n'a pas été contrôlée après une biopsie rénale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en faire. Ça veut juste dire quand même qu'il faut avoir bien conscience de ces risques, il faut savoir en informer les patients ou en tout cas leurs familles et bien peser les indications et elles sont quand même assez limitées, comme je vous l'ai dit, en réanimation. Voilà, et donc très souvent quand même, en pratique, vous aurez des signes positifs. Ça, c'est le tableau le plus fréquent qu'on va rencontrer, c'est-à-dire contexte d'instabilité hémodynamique majeure ou prolongée. Vous n'avez pas beaucoup de signes extra-rénaux, vous avez un sédiment urinaire dans lequel il n'y a pas grand-chose, vous n'avez pas d'obstacle, vous avez corrigé l'hypoperfusion si elle existait, et donc très souvent, on va dire que par défaut, il s'agit d'une nécrose tubulaire aiguë, et en fait, il faudra savoir être patient et attendre en sachant que ça peut mettre plusieurs semaines à récupérer. Alors, hop, pardon, excusez-moi, voilà. C'est à nouveau à vous.
concernant la nécrose tubulaire aiguë, justement, j'ai une question à vous. Je vous soumets cette question. Quelles sont les propositions exactes? Est-ce qu'elle est un bon reflet de la sévérité d'une insuffisance rénale aiguë? Est-ce qu'il s'agit d'un diagnostic histologique qui est robuste et reproductible? Est-ce que la récupération de la fonction rénale est la règle? Est-ce qu'elle est associée à un risque élevé de recours à la dialyse chronique? Et est-ce qu'elle est associée à un risque plus élevé de mortalité à long terme? C'est à vous. Donc, concernant la nécrose tubulaire, ok. Ok, 21 sur 30. Ok, vous avez presque tous voté. Ok, bon, donc, alors vous êtes une majorité à me dire que la récupération de la fonction rénale est la règle et qu'elle est associée à un risque de mortalité élevé. À peu près 20% qui l'associent à un risque élevé de recours à la dialyse chronique. Et vous êtes par contre une minorité à considérer que c'est un bon reflet de la sévérité de l'insuffisance rénale et qu'il s'agisse d'un diagnostic histologique qui soit robuste et reproductible. Alors, ça, c'est pour vous montrer en tout cas une image de nécrose tubulaire. Donc, c'est un diagnostic histologique, hein. C'est pas un diagnostic de maladie. Vous avez n'importe quelle cause d'agression tubulaire prolongée ou d'hypoperfusion rénale prolongée va finalement se terminer par ce déterminant commun qui est la nécrose des tubules. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est des marqueurs d'agression et de destruction des cellules tubulaires. Et vous trouvez des cellules qui, par rapport à un tubule normal, elles sont complètement aplaties. Et en fait, vous avez la lumière tubulaire qui, d'habitude, est quasi virtuelle, en fait, sur une biopsie normale, qui va être remplie de débris intratubulaires. Et la lumière va devenir très, très, très béante, en fait. Vous avez plus un bel épithélium joint. Alors, je passe ça. Alors, ça, c'est de façon une étude assez amusante qui a été faite par des Australiens et des Canadiens, où ils ont fait des biopsies rénales systématiques à 34 patients qui étaient décédés. C'était des patients de réanimation. Et puis, on a donné les biopsies rénales à lire en aveugle à 2 anapathes, en leur donnant aucune information clinique. Et les questions qui leur étaient posées, c'était: dites-nous si ce malade a une nécrose tubulaire ou s'il n'a pas de nécrose tubulaire, et quelle est la sévérité de cette nécrose tubulaire. Et la deuxième question qu'on leur posait, c'était: à partir de ce que vous voyez sur la biopsie rénale, est-ce que vous pouvez nous dire si, à votre avis, ce patient avait une insuffisance rénale aiguë ou pas, et si elle était sévère ou pas, avant qu'il décède? Eh bien, les résultats, ils sont assez parlants et ils sont assez amusants parce que vous voyez, alors ces deux anapathes experts du rein, bien spécialisés sur la question, et vous voyez que finalement, sur les 34 patients, eh bien, l'anapathe numéro 1, il a fait 21 diagnostics de nécrose tubulaire modérée à sévère, là où l'anapathe numéro 2 n'en a fait que 6. Et donc, finalement, que l'accord entre anapathes sur ce diagnostic-là n'était que de 55%. Ça veut dire deux choses, non pas qu'il soit mauvais, mais ça veut dire que c'est un diagnostic histologique, c'est une association de lésions élémentaires histologiques qui en fait est compliquée et que voilà, l'anapathe qui pour nous est souvent vécu comme un peu le gold standard et la vérité absolue, ben, finalement c'est pris en défaut, tout comme n'importe quel autre test biologique
ou n'importe quel examen clinique. Et parfois, il faudra, lorsqu'on a des hésitations importantes, savoir faire relire des biopsies ou les confronter ou demander à un autre œil sur la biopsie, parce que vous voyez que ce diagnostic qu'on porte souvent sans jamais aller biopsier les malades, en fait, même quand on va les biopsier, il est très difficile à porter. Et puis l'autre chose, c'est que c'est totalement décorrélé, enfin, c'est très mal corrélé à la fonction du rein mesurée par les critères habituels de diurèse ou de créatinine, en tout cas juste avant le décès du malade. Donc finalement, ça veut dire que vous avez en fait, et ça notamment, ça a été bien montré inversement dans des modèles animaux, que vous pouvez avoir des insuffisances rénales aiguës qui sont très sévères avec très peu d'atteintes histologiques, en tout cas à la phase initiale, ce qui suggère que voilà, entre la fonction du rein et la structure du rein, eh bien, ça n'est pas très bien corrélé. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les épisodes d'insuffisance rénale aiguë, en fait, ne récupèrent pas complètement ad intégrum et qu'en fait, il y a toujours une petite cicatrice rénale derrière ça et que un patient qui a fait une insuffisance rénale aiguë en réanimation devient un patient à risque de faire une insuffisance rénale chronique. Que l'autre chose, c'est que la durée, non seulement la sévérité de l'insuffisance rénale aiguë compte, c'est-à-dire que plus elle a été, si elle est grade 1, grade 2 ou grade 3, plus le risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale chronique est élevé, mais pas seulement la sévérité, c'est aussi la durée. Ça avait été montré là dans un travail de John Kellum à Pittsburgh qui avait montré que vous voyez le pronostic la survie de la fonction rénale. Il avait classé les malades entre les malades qui faisaient des insuffisances rénales aiguës sévères mais qui récupéraient très vite, d'autres qui récupéraient moyennement vite, d'autres qui récupéraient pas du tout. Eh bien, la durée de l'agression rénale est également un facteur important associé au risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Et effectivement, c'est assez peu finalement le risque de recours à la dialyse chronique après une insuffisance rénale aiguë en réa, même quand elle a été sévère et dialysée. C'est vrai que la récupération rénale est la règle. En général, plus de 80% des malades dialysés en réanimation sont sevrés de la dialyse en tout cas, donc récupèrent au moins partiellement. La problématique, c'est pas tellement la dépendance à la dialyse chronique. La problématique, c'est qu'ils meurent beaucoup en aigu, je vous l'ai dit, à peu près 50%, 40 à 50%. Et c'est que même les survivants, s'ils vont être sevrés de la dialyse, ici c'est une étude qui avait été faite un peu longitudinale sur 4 ans, c'était un follow-up d'une étude australienne sur la dose de dialyse. Et en fait, ils avaient suivi, donc c'était que des malades épurés en réanimation, ils les avaient suivis pendant 4 ans, les survivants, à la dialyse, et vous voyez que ici vous avez le risque de l'incidence cumulée de recours à la dialyse chronique. C'est très faible finalement. Alors on peut toujours discuter qu'ils ont suivi que 4 ans, mais néanmoins finalement vous aviez que 5% des malades qui allaient finalement être dialysés dans les années qui suivent. Mais par contre, le risque de décéder dans les années qui suivent, et c'est de mortalité en général de cause cardiovasculaire, celui-là, il est très très significatif. C'est-à-dire que parmi les 50-60% de survivants à la réa en aigu, ben finalement, vous en avez 30% qui vont mourir dans les 4 ans qui suivent. Donc vraiment, ça sélectionne des malades d'une fragilité très particulière et qui devraient pouvoir être mises dans des filières de soins médicaux et de suivi post-réa. Voilà, donc je vous propose de terminer en 2 minutes par un petit cas clinique rapide. Donc c'est une femme qui a 69 ans, qui arrive aux urgences pour asthénie, qui a eu 10 jours avant une douleur assez fugace du flanc gauche, peut-être avec des frissons, et un épisode de diarrhée. Elle arrive aux urgences avec 114-64 de pression artérielle, 63 de fréquence cardiaque. Bon, elle est apyrétique, un examen clinique qui est très pauvre. Elle se plaint de rien. Elle a une bandelette urinaire qui trouve 2 croix de sang et puis c'est tout. 38 000 leucocytes, 14 grammes d'hémoglobine, 14 000 plaquettes. Une coagulation qui est normale. Vous voyez et puis une créate qui a 250, 35 durées avec 14 de bicard.
une petite touche de cytolyse, et puis parce que elle va présenter un épisode d'hypotension artérielle transitoire, elle va être admise en unité de surveillance continue. Alors, qu'est-ce que vous feriez devant ce tableau-là? Est-ce que vous prescririez un examen cytobactériologique des urines, un dosage de l'aptoglobine, de la LDH, une recherche de schizo, un iono-urinaire, des hémocs ou nicorénal? Allez-y, hein, là, c'est de la vraie vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc voilà, 69 ans, pas beaucoup d'antécédents, une insuffisance rénale aiguë qui a l'air assez isolée, chez une malade apyrétique, mais avec une hyperleucocytose, une histoire de diarrhée, très thrombopénique, et 250 de créate. Et un épisode de diarrhée de douleur du flanc 10 jours avant. Allez, vous êtes les 2/3 à avoir voté. Allez, encore 10 secondes. Ok, on y va. Alors, bon, on peut discuter de chacun des items là. Donc, nous, on avait fait tout ça. On avait fait tout ce que je vous ai proposé. Et voilà la suite de l'histoire. Donc, elle a quelques examens complémentaires. Donc, une recherche de schizocytes qui va revenir négatif, une aptoglobine qui était dosable et la lacticodéshydrogénase aussi. Un ECBU qui montre pas grand-chose et pas de germe à l'examen direct. Les hémocultures, elles ont été prélevées, mais vous n'aurez pas les résultats tout de suite. Et puis, une échographie rénale, c'était une admission de la nuit et l'échographie rénale avait été répondue comme normale, sans dilatation piélo-calicienne. Et puis, 5 heures plus tard, en fait, donc le lendemain de son admission nocturne, on a un coup de fil du labo de Bactério qui nous dit qu'elle a une hémoculture qui pousse à BGN. Et donc, finalement, on va l'emmener au scanner. Et vous voyez qu'au scanner, eh ben, en fait, elle a une belle maladie lithiasique avec plein de calculs au niveau piélo-caliciel et en fait une belle insuffisance rénale obstructive. En fait, elle avait une pyélonéphrite obstructive. Et donc, le lendemain, elle est partie au bloc opératoire pour se faire drainer. Et tout ça est rentré dans l'ordre. Donc, voilà, elle a reçu des antibiotiques, une sonde Gigi et elle a eu un petit collapsus en post-opératoire et finalement le CBU dont l'examen était direct était négatif a fini par pousser en culture au même colis. Et donc la morale de cette histoire, c'était pour vous dire que voilà, cette patiente-là, elle était apyrétique à l'examen clinique initial, elle se plaignait de rien du tout, elle n'avait pas de douleur abdominale, elle n'avait pas de douleur à l'ébranlement lombaire, elle avait une BU négative, elle avait un ECBU direct négatif, elle avait une écho rénale dite normale. Et pourtant, finalement, elle avait une authentique pyélo-obstructive et plutôt que d'aller chercher des diagnostics très rares, on était devant une histoire qui finalement est devenue très simple. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est de savoir répéter les examens d'imagerie à 24 heures. Hein. Surtout après remplissage vasculaire, pour le moment que notre malade, elle était assez déshydratée finalement, même si elle n'en avait pas des marqueurs cliniques très évidents. Et puis, elle avait 38 000 blancs, ce qui était quand même tout à fait anormal. Voilà, j'en ai terminé. Donc, voilà, je voulais vous faire passer quelques messages simples. L'insuffisance rénale aiguë, on l'a revu, c'est une définition basée sur les variations de créate de Durez. Elle peut présenter une menace vitale, OAP, hyperkaliémie, acidose, et là, il faut savoir reconnaître ces indications urgentes à la dialyse. Ayez une analyse assez stéréotypée, obstacle, hypovolémie, exploration d'une cause organique par quelques éléments de contexte et l'analyse basique du sédiment urinaire, savoir identifier des situations où on peut discuter la biopsie rénale et encourager la surveillance à long terme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse ici 5 références, on va dire, biblio semi-récentes sur l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale aiguë en réa, qui, à mon sens, sont des papiers qui sont intéressants à lire sur
sur le sujet. Et puis voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Et si vous n'en avez pas, eh bien, bonne soirée. Merci Emmanuel pour ce topo hyper clair, très didactique et pragmatique. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Et peut-être qu'en attendant d'en avoir une, je vais poser volontairement des questions très simples. Et comme on est en phase socle, des questions peut-être que tout le monde se pose, mais qui n'oseront pas te poser. Lorsque tu fais face au cours d'une garde à un patient qui est par exemple admis pour un choc septique sur une pneumonie, qui est réanimé, qui est considéré comme non hypovolémique et qui présente une oligurie, quelle va être ta démarche diagnostique et thérapeutique? Est-ce qu'il faut restaurer à tout prix une diurèse à 2 ou 3 chiffres? Est-ce qu'il faut comment on fait en pratique en fait? Alors, c'est une très bonne, c'est une très très bonne question, même si je suis pas sûr d'avoir forcément une très bonne réponse, ou en tout cas une réponse avec des données scientifiques solides. Mais ce qu'on peut dire, j'aurais aimé, mais bon, faut faire des choix, peut-être passer plus de temps sur l'insuffisance rénale aiguë septique, parce que c'est vrai que c'est finalement la circonstance qu'on va rencontrer le plus fréquemment en réanimation. Ce qui est sûr, c'est que les épisodes d'oligurie transitoire, en tout cas en réanimation, c'est hyper fréquent. Et que c'est dans les enquêtes de pratique, même en dehors d'un contexte sceptique comme tu le décris, un épisode de ligurie transitoire va être très fréquemment un trigger de remplissage vasculaire. C'est devant même l'hypotension, la tachycardie et autres. Très souvent, on fait la visite, on se dit ah, il est oligurique depuis 6 heures ou il pisse moins. Allez hop, je le remplis un coup. En fait, ce que les études montrent, c'est que lorsqu'on fait ça, majoritairement, dans la plupart des cas, en fait, à partir du moment où on a corrigé la macrocirculation, je ne dis pas qu'il faut les remplir, un malade hypovolémique, il faut le remplir, mais à partir du moment où on considère qu'on a rétabli sa volémie, la pression de perfusion, la macrocirculation, remplir pour améliorer la fonction du rein, en fait, on s'aperçoit qu'en tout cas, si on prend comme critère la réponse en termes de diurèse à un remplissage vasculaire dans une circonstance dans laquelle tu décris, finalement, il y a plus d'un malade sur deux où on va le remplir, on va fabriquer de la surcharge vasculaire parce qu'en fait, notre litre de sérum Phi, on va en mettre les 3/4 dans le tissu interstitiel. Le malade va retenir 80% de la charge en sel et 80% de la charge en eau, et finalement, en diurèse, il va pas récupérer. Il y a grosso modo moins d'un malade sur deux qui va répondre en termes de diurèse. Et encore plus intéressant, et ça, c'est des modèles animaux qui ont été faits, notamment beaucoup par des Australiens sur le mouton, qui montrent que quand bien même on remplisse, voilà, après on pourrait se dire il faut remplir encore plus, puis encore plus, puis encore plus, jusqu'à ce que la diurèse reprenne, mais en fait qui ont analysé de façon assez fine la diurèse et puis la fonction des reins en mesurant la clairance à différents moments de ce remplissage. Et en fait, où ils s'aperçoivent qu'ils retrouvent ce qu'on retrouve en pratique humaine, c'est-à-dire que globalement, quand on remplit, on a une réponse rénale qui est dans moins d'un cas sur deux sur la diurèse, mais qu'en plus de ça, la fonction du rein, elle est relativement déconnectée de ça et que le plus souvent, on peut récupérer une espèce de diurèse transitoire, mais sans impact sur la fonction du rein. Donc très clairement, moi, en face d'une pneumonie choquée, hypotendue qui va arriver avec une insuffisance rénale aiguë, je la remplirai et je rétablirai l'hémodynamique jusqu'à avoir des objectifs, j'allais dire, classiques de macrocirculation. En plus, si c'est une pneumonie, j'aurais pas envie de la remplir beaucoup parce que j'aurais peur de l'aggraver sur le plan plutôt respiratoire. Et je sais que sur le plan rénal, en tout cas, malheureusement, je dirais, il n'y a pas grand-chose à faire en fait, hein. Et on peut rétablir la macrocirculation, on peut donner des antibiotiques, et ensuite, il faudra attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des remplissages itératifs qui vont préserver le rein, en tout cas. Merci pour ta réponse. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de s'arrêter là. Et je te remercie encore vraiment beaucoup pour ce topo super. Merci à tous, bonne soirée à tous. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent secondairement, vous n'hésitez pas à me contacter par mail. Sinon, c'est emmanuel.canet@chu-nantes.fr. Et sinon, bonne soirée à tous.